bonsoir. Bonsoir. Alors, ce qui saute aux yeux en regardant ces listes, c'est bien sûr la désunion de la gauche. Est-ce que ça peut handicaper la gauche pour le deuxième tour? Alors, sur la question de la désunion, je crois qu'on peut dire que dans l'histoire de la constitution de ces listes, il y a une désunion externe à gauche qui donne effectivement ce panel très large de l'offre électorale. Et il faut aussi noter, me semble-t-il, en interne de l'UMP, des tractations qui ont été très compliquées jusque pour constituer les listes dans les différentes tendances qui, mine de rien, constituent l'UMP. À l'extrême droite, on voit bien aussi qu'il y a une désunion, puisque d'une part, il y a une liste labellisée FN et une liste, j'allais dire, ex-FN, mais dirigée par Jean Verdon, qui est le leader historique du FN. Donc voilà, on est dans une situation quand même de parcellisation qui correspond à un des aspects du scrutin, qui est l'aspect proportionnel, mais qui va poser problème au second tour sur un autre aspect, c'est que c'est un scrutin proportionnel corrigé de majoritaire. Oui, si on veut avoir... c'est-à-dire que si on arrive en tête au second tour, on a une prime majoritaire qui garantit probablement une majorité de gouvernement en siège à l'intérieur de l'hémicycle régional. Alors, cette désunion de la gauche, il va y avoir des tractations à l'issue du premier tour. Est-ce que ça, les partis en discutent déjà avant, ou est-ce que tout se fait le soir au risque d'un gros cafouillage et puis même, pourquoi pas, de ne pas présenter de liste? Alors, peut-être d'abord un rappel des règles. Quand une liste fait moins de 5%, elle n'a plus droit à rien pour le second tour. Quand elle fait entre 5 et 10%, je parle des suffrages exprimés, elle peut fusionner, donc négocier une fusion de liste. Quand elle fait plus de 10%, elle peut se maintenir au second tour. Bien évidemment, il y a très probablement, il me semble, un secret, je n'en sais pas plus que ça, mais des accords très probables entre des listes comme la liste de Front de Gauche, par exemple, les listes du PS, pour se rassembler, parce que c'est une tradition républicaine qui existe. Bon, probablement aussi avec les écologistes, mais il est vrai que si Europe Écologie fait un très bon score, la tentation de se maintenir au second tour peut être parfois forte dans certaines tendances. Hein. On a cru à un moment qu'il allait y avoir peut-être une liste concurrente un peu plus dure par rapport à Europe Écologie. Donc à l'intérieur même, il y a des luttes. Donc il y a un sandwich au second tour, si je puis dire, à réaliser, qui est un sandwich rapide et qui doit être efficace pour le second tour. En un mot, est-ce qu'on peut craindre, est-ce que la droite peut craindre la présence du FN au second tour? Dans l'état actuel des choses, ça me semble extrêmement peu probable. Alors, la réforme des collectivités locales en 2014 oblige. Les conseillers régionaux qui sortiront de cette élection ne sont élus que pour 4 ans et pas pour 6 ans habituellement. Est-ce que, si par exemple c'est la droite qui passe, est-ce que ça peut les suffire à mettre en œuvre un véritable projet? 4 ans finalement c'est court quand on a 6 ans habituellement. Bon, la question est compliquée. D'abord, il faut rentrer dans un processus législatif qui est extrêmement complexe. Qui met en œuvre 2 dimensions de la démocratie, la dimension, j'allais dire, d'opinion et la dimension territoriale qui est représentée par le Sénat. Il faut savoir que le Sénat est la chambre qui va à chaque fois en premier discuter les différents projets de loi qui sont terriblement imbriqués. Que, y compris au sein de la majorité nationale actuelle... Ça c'est pour le vote de la réforme des collectivités. Oui, mais je veux dire, il faut bien que ce soit voté et mis en œuvre pour qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et donc, tout ce processus me semble extrêmement compliqué, et donc, il est, me semble-t-il, très difficile de dire ce qui va se passer, et notamment en ce qui concerne le fameux mode de scrutin dont on parlait, c'est-à-dire la transformation d'un mode de scrutin de ces conseillers territoriaux qui seraient à la fois conseillers régionaux et conseillers départementaux et qui seraient élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour, ce scrutin que pratiquent les Anglais, qui est un scrutin très brutal et qui évidemment favorise les formations politiques qui arrivent à faire l'unité dès le premier tour. L'UMP, pour dire les choses un peu dans l'état actuel des choses. C'est pas la tradition française. Donc, moi, je pense qu'il faut être très précautionneux et surtout regarder comment les choses vont évoluer. Alors, selon les rumeurs, si la droite ne reprend pas la région, il y a 2 départements qui menacent de faire cession. Il s'agit du Loiret et de l'Eure-et-Loir. Est-ce que la menace est sérieuse? Écoutez, je crois que c'est un jeu de l'ego, en réalité.
Et tant que rien ne se passe de très important dans les régions autour de la région centre, je crois que l'intérêt de la région centre, c'est de rester parce qu'elle a mis du temps à s'unir et avoir une sorte d'identité, on va dire, qui est la sienne, une sorte de cohérence politique. Il est vrai que des tentations, je dis pas des réalités, mais des tentations peuvent arriver si, par exemple, la Loire-Atlantique décide de rejoindre la Bretagne, par exemple. Les pays de la Loire risquent d'être effectivement, comment dirais-je, dans une situation plus complexe du point de vue de leur équilibre démographique, et à ce moment-là, bien sûr, l'Eure-et-Loire et le Loiret voudraient aller vers l'Île-de-France. Pourquoi pas l'Indre-et-Loire aurait envie d'aller éventuellement vers les Pays de la Loire, sauf que le drame entre, j'allais dire, Tours et Orléans historique, se repasserait entre Tours et Angers, parce qu'Angers est un pôle démographique, ce qu'on ne sait pas, qui est plus important que Tours. Et donc, voilà, on serait dans la même situation. D'accord, Jean-Philippe Roy, merci beaucoup d'être venu nous apporter vos explications.